Moi, j'aime bien dire, c'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, à force de se plaindre, ouais, j'aimerais ci, j'aimerais ça, bah, change-toi, fais le changement et tu verras qu'en te changeant toi, tu changeras les gens autour de toi peut-être et peut-être que ta contribution permettra de rendre ce monde meilleur et c'est notre objectif. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon Mohamed, je suis trop content de te recevoir aujourd'hui, mais j'ai un petit peu une appréhension. C'est que normalement, quand on discute tous les deux, je me sens toujours hyper bête à la fin de la conversation parce que t'es juste une machine de guerre. Et donc c'est qui tout double pour moi aujourd'hui, tu vois. Je sais pas trop comment. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est plutôt toi qui m'apprends tellement de choses. À chaque fois que je parle avec toi, je ressors grandi et je me dis waouh, t'es une machine. Bon, on va essayer de transmettre un petit peu de nos conversations qu'on a en off, qu'on a en mastermind, etc. aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, Mohamed, pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, donc je m'appelle Mohamed, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 garçons. J'aime bien commencer par la partie papa parce que souvent les gens ils se présentent en disant j'ai un business, j'ai ça. Moi avant tout je suis papa et je pense que si j'avais pas été papa, je n'aurais pas été là parce que ça a complètement changé ma vie le jour où j'ai eu mon premier garçon. Donc j'ai 2 enfants et dans mon activité, donc je suis formateur en technique d'apprentissage. Donc je forme à la lecture rapide, aux techniques de mémorisation et au mind mapping et je suis accessoirement vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Donc ça, c'est les titres que j'ai fait parce que j'ai fait un peu de compétition. Et je sais que les auditeurs vont se dire « Ah, mais lui, s'il est vice-champion du monde, c'est que c'était un grand lecteur, qu'il a baigné dans les livres, que ses parents le ramenaient à la bibliothèque tous les jours. » On en parlera un peu peut-être après sur mon parcours, mais non, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai des grosses difficultés scolaires quand j'étais jeune. J'ai galéré à l'école. Et moi, avec la lecture et la dyslexie, la dysorthographie, voilà, je suis dyslexique, dysorthographique. Et pourtant, j'ai réussi à avoir ces titres tout simplement grâce au travail. C'est ouf. Est-ce que tu dis, justement, là, sur le fait, est-ce qu'on se présente en perso, est-ce qu'on présente le pro, etc. C'est mon dilemme. À chaque fois que je dois me présenter, je dois dire, OK, le mec à qui je m'adresse, il faut que je lui parle de mon business parce que c'est le sujet de notre conversation. C'est pour ça qu'on a pris le meeting. Mais si je veux pas passer pour un enfoiré, je dois parler de mes gosses, etc. Et au final, vu que je suis un peu schizophrène, genre moi, jusqu'à 18h, c'est le boulot et après 18h, c'est full famille. Tu vois, ces trucs-là, je suis toujours un peu mal à l'aise. Donc là, tu mets le doigt sur un truc. Je vois tout à fait. Effectivement. C'est cool. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer ce que c'est que la lecture rapide, pour vulgariser tout ça? Moi, c'est toi qui me l'as appris en fait. Je ne connaissais pas cette compétence-là. Ouais, cette discipline. Alors, la lecture rapide, c'est des outils, des techniques qui vont nous permettre de lire 2, 3, 4, 5 fois plus vite que d'habitude. Donc, en lecture rapide, on est capable de lire un livre de 200 pages en moins d'1 heure. Donc là, exemple, j'ai un livre là. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. C'est L'Alchimiste. Il fait à peu près 180 pages. Un livre comme ça, on le lit en 45 minutes. Et encore en 45 minutes, on est lent lorsqu'on fait vraiment de la lecture rapide. Donc, l'objectif, ce n'est pas juste de lire rapidement, c'est de lire vite et d'augmenter sa capacité de compréhension. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très vite et on a énormément d'informations. Il y a des études qui ont été faites et en moyenne, on lit entre 4 à 6 heures par jour. On passe notre journée à lire, soit les mails, soit sur notre téléphone, soit les rapports. On est toujours en train de lire. Alors, imaginez que vous pouvez, bon, les auditeurs, ils imaginent qu'ils peuvent doubler leur vitesse de lecture. Donc, ça veut dire quoi? Diviser par 2 leur temps de lecture, donc gagner 2 fois plus de temps. Donc, ce que tu vas faire, si tu lis 6 heures, tu ne liras plus que 3 heures. Et donc, tu vas avoir 3 heures pour faire autre chose. Donc, c'est plein de petites techniques qui nous permettent d'augmenter notre vitesse de lecture et également d'augmenter notre capacité de concentration et la capacité à retenir l'information. Voilà, tout simplement. De manière simple. Je peux être témoin. Moi, je lis très mal. Hein. Moi, j'ai un profil de matheux, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même savoir lire en étant matheux. Mohamed nous a fait une conférence. Le jour où on s'est rencontrés, il faisait une conférence et il nous a fait prendre un livre, un bouquin qu'on ne connaissait pas. Il y avait une bibliothèque avec plein de livres, donc chacun avait un bouquin différent. Moi, juste pendant le temps de ton intervention, j'ai divisé par 2 mon temps de lecture. Ouais, et alors, je partais de loin, hein, donc voilà, mais c'est juste hallucinant. C'est vraiment un truc de fou. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment des techniques très simples, vraiment très simples qu'on veut mettre en place.
Donc, je peux en partager une qui est très simple, c'est le guide visuel. Utiliser un appui, donc soit un stylo, une touillette, le doigt, qui va permettre de fixer nos yeux vont fixer cet appui visuel et ce qui va permettre de fluidifier la lecture. Donc, juste ça, déjà, nous permet, les gens qui vont tester ça vont voir qu'ils vont lire de manière plus facilement et ça va augmenter déjà leur vitesse. Et après, il y en a plein d'autres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'étais pas du tout un lecteur. Avant de découvrir la lecture rapide, je n'avais pas lu un livre depuis le bac de français. Comme je disais, moi, j'ai détesté lire, grosse difficulté scolaire, profil, j'ai redoublé le CP, je devais redoubler une deuxième fois, on m'a fait passer à cause de l'âge, je devais aller en SECPA. Voilà, vraiment, la lecture, moi, j'ai mis toute mon énergie sur la partie scientifique parce que j'estimais que j'étais nul en langue et j'avais ce qu'on appelle l'impuissance apprise, cette croyance qui nous dit « Ah, bah, c'est pas fait pour toi ». Sachant qu'à l'école, au collège, on nous fait lire Victor Hugo, Balzac, bah, c'est des livres qui sont bien, mais à 12-13 ans, est-ce qu'on a envie de lire ça? Ah non, forcément, on n'a pas envie. Et donc, personnellement, moi, j'ai été dégoûté de la lecture et je lisais jamais. Et en plus, j'avais cette croyance qui était, si je lis, je ne comprends pas ce que je lis. 2, quand je lis, je pense à autre chose. Je pense que toi, quand tu lis aussi, ou comme beaucoup de gens, quand on lit, on pense à nos courses, à nos enfants. Ah oui, je devais faire ça. Donc, on n'est pas dans le livre. Au moment où on va reprendre le livre, on va se dire, ah, je ne me rappelle plus du premier chapitre. Donc, je vais relire le premier chapitre. Et donc, il y en a, ça fait 1 an, ils ont commencé un livre. Ça fait 1 an, ils sont au premier chapitre. Donc, à force, ils posent leur livre et les mettent de côté. Et la lecture rapide, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en soi, il me faut juste 1 heure pour lire un livre. Donc, je n'ai plus besoin de me dire, je le reviendrai après dessus. Et j'ai surtout, ce que je me suis dit, mais en vrai, le savoir. Tout le savoir se trouve dans les livres. La capacité, la quantité de connaissances que tu peux accumuler et tu peux engranger en lisant, c'est incroyable. Exemple, est-ce que tu as la capacité de parler à Nelson Mandela? Non, il est mort. Mais Nelson Mandela, dans ses livres, il nous parle, lui. Donc, tu peux te poser et avoir des mentors, des personnes incroyables, des personnes qui ont influencé ce monde, qui vont venir et nous raconter leurs histoires et ils vont discuter avec nous. Et ça, on peut le trouver nulle part que dans des livres. Je suis 100% d'accord. Mais du coup, est-ce que quand tu lis, quand tu fais de la lecture rapide, c'est plus une lecture fonctionnelle, entre guillemets, je vais chercher de l'information, je vais directement, je vais droit au but. De toute façon, le thème du podcast, tu le sais bien, c'est le 20-80. Est-ce qu'on est vraiment là-dedans ou est-ce qu'on est dans une lecture plaisir? Comment t'abordes le truc, toi? Très bonne question. On est exactement dans le 20-80. Moi, je distingue la lecture plaisir de la lecture apprentissage. Alors, il y en a, ils vont avoir leur lecture plaisir du soir avant de dormir, le week-end, dans leur jardin, pendant les vacances. Ça, je le distingue, tu vas lire comme tu veux. Et forcément, quand tu utilises la lecture rapide, tu liras un peu plus vite que d'habitude. Et je distingue ça avec la lecture acquisition de savoir. On est vraiment dans le 20-80. On est dans quels sont les 20% d'efforts qui vont me donner 80% de résultats. Donc, quels sont, en lisant en mettant 20% d'énergie dans la lecture de ce livre, quels sont les 80% d'informations que je vais retenir? Et en lecture rapide, tu peux lire, donc comme je disais, un livre de 200 pages en 1 heure, et tu vas vraiment être dans la recherche de l'information, comme si tu étais en train de rechercher un trésor. Et quand tu recherches un trésor, tu recherches, et donc tu vas rechercher le trésor du livre. Et rechercher le trésor du livre, c'est en te posant des questions avant de lire. Avant de lire, tu vas te dire, moi, je ne lis jamais un livre en me disant, je le lis pour le lire. Je le lis pour me dire pourquoi je le lis. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Ça doit répondre à une problématique. Je suis dans une démarche active. Je ne suis pas dans une démarche passive. Ce n'est pas juste je le lis pour voir, on verra ce qu'il y a dedans. Non, je le lis parce que j'ai envie de répondre à une problématique et aller chercher l'information qui va me résoudre un problème. Exemple, Gérald, demain, tu as envie de te lancer dans le copywriting. Parce que tu te dis, c'est une compétence que je n'ai pas, j'ai envie de la faire. Tu vas à la bibliothèque, tu prends 5 livres sur le copywriting, tu te poses tes questions, tu vois exactement les problématiques que tu as et tu te fais les 5 livres en une après-midi ou les 5 livres en 2 jours. Eh ben, en 2 jours, je pense que tu en connaîtras beaucoup plus sur le copywriting que beaucoup de gens qui font du copywriting depuis 10 ans. Parce que en 5 heures, tu peux accumuler énormément de savoir. Bien sûr, il faudra prendre des notes en parallèle, des choses comme ça, mais ça, c'est d'autres choses. Ouais, justement, par rapport à ça, une des questions que je t'avais posées le jour où on s'est rencontrés, c'est OK, mais tu retiens jusqu'à quel point tu peux le lire, mais comment tu contrôles en fait que tu le sais bien et comment ça se passe en compétition? Alors, en compétition, on a donc un livre qui n'a jamais été édité, qui nous est mis à disposition. Une fois que tu as fini de le lire, donc tu dois lire le plus rapidement possible. Exemple, moi, au championnat du monde, j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes. À peu près 10 pages en 1 minute. Et au dernier championnat de France de l'année d'avant, j'avais lu un livre de 320 pages en 37 minutes. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près 1 minute les 10 pages. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as lu, tu rends le livre
et on te donne un questionnaire. Ce n'est pas un QCM, c'est des questions libres, des questions très précises sur le livre. Et on va évaluer ta capacité à répondre aux questions, donc ton taux de compréhension. Et les questions, ça va être très précis. Ça va être, exemple, quelle est la couleur du t-shirt de Gérald lors du podcast? Bon, ça, c'est pas dur, c'est toujours le même. Pour toi, c'est pas. Mais dans le livre, à part si pendant 10 fois, on dit que dans le livre, on dit que Gérald, il avait son t-shirt noir. Si c'est passé une seule fois, bah, c'est mort, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Donc, c'est des questions vraiment précises qu'on va évaluer. Ça, c'est dans la compétition. Moi, dans la vie de tous les jours, ce que je fais, c'est qu'avant de lire, je me pose et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Quelles sont les informations qui peuvent me servir? Quelles sont les problématiques que j'ai aujourd'hui? Donc, je vais me poser ça, je vais les écrire et en lisant, je vais répondre à mes questions. Je vais vraiment être dans cette démarche d'écriture parce que l'écriture est un processus de mémorisation. Tu vois, souvent en réunion ou même à l'école, on prenait énormément de notes. Même si on ne les relit pas, déjà le fait de prendre des notes, tu es dans le processus de mémorisation. Bien sûr, après, il faudra les relire. Donc, moi, je prends des notes et il faut les relire pour passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Ça, c'est autre chose. Mais toujours prendre des notes, toujours avoir un stylo et une feuille à côté pour lire. C'est très clair. D'ailleurs, tu nous parleras tout à l'heure de l'activité de mind mapping, etc., ce qui est très lié au final sur la compréhension. J'avais une question, mais avant juste de poser ma question, j'en ai réellement deux. Je veux faire un disclaimer. Moi, je ne suis pas pour le French bashing du tout. Je suis très content qu'on puisse envoyer nos gamins dans des écoles. La France, pour moi, il y a des pays où pour payer sa chimio, on est obligé d'aller se prostituer. Nous, en France, on a le CPF qui nous permet de se former à WordPress, quoi. Donc, je veux dire, par rapport à ça, pour tout ce que je vais dire par la suite, je n'oublie jamais ce point-là. Mais j'aimerais parler en fait de notre modèle d'apprentissage, de la façon dont on nous apprend les choses à l'école. Toujours pareil, sans bâcher, mais juste pour faire évoluer un petit peu faire évoluer un peu le sujet. Moi, j'ai deux sujets. Tout à l'heure, tu disais, ouais, on nous apprend à lire Balzac, des trucs qui nous plaisent pas quand on est gamin. Moi, j'ai l'impression que c'est assez général comme façon de penser. Par exemple, moi, je suis complètement contre le principe de soutien scolaire. Moi, je préférais que mes gamins, j'en ai deux, j'en ai un au CP, et ma fille, elle vient de rentrer juste à l'école primaire. Pourquoi on n'approfondit pas les choses sur lesquelles justement on a de l'appétence, sur lesquelles on a de l'intérêt, tu vois. Pour moi, ça c'est un vrai sujet. Et par exemple, pour donner le goût à la lecture, ce serait peut-être plus sexy en effet de leur faire apprendre. Enfin, nous, notre génération, c'était Harry Potter, le truc qui nous a fait lire les premiers bouquins. Voilà, lire des Harry Potter pour notre génération de trentenaires ou je sais pas quoi pour eux. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois. C'est un vrai sujet. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, l'important, c'est de lire en fait. Le système éducatif, on n'est pas évalué sur ce qu'on connaît, mais on évalue sur ce qu'on ne connaît pas. Tu vois, quand tu vas avoir un contrôle, tu peux avoir appris 80% de ton cours. Et si l'examen il porte sur les 20% où tu n'as pas mis ton énergie, on va te mettre 0, même si tu avais 80% du cours dans ta tête, même si tu en connaissais plus que tout le monde. Parce que le système éducatif, il est évalué sur exactement notre capacité à répondre à des questions. Et donc, on va évaluer notre capacité pas sur ce qu'on sait, mais sur ce qu'on ne sait pas. Et effectivement, ça, c'est dommage. Et il y a plein. Alors, moi, je le dis et je le répète, on a la chance d'être en France et s'il n'y avait pas eu le système éducatif, on n'aurait jamais été ce qu'on est. Moi, quand je parle pour moi, ce que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu faire aussi de l'alternance. Il y a plein de choses. Maintenant, c'est tellement une grosse machine, le système éducatif, et quand on parle de grosse machine, ça prend du temps à changer. Et moi, ce que j'appelle souvent les parents et les personnes autour de moi, se dire, moi, au lieu de me plaindre et de me plaindre du système et de me dire c'est la faute du système éducatif, je vais voir comment moi je peux changer. C'est plus facile de me changer moi que de changer le système éducatif. C'est plus, par exemple, tu as deux personnes, vous entendez pas, c'est plus facile de me changer moi et de me dire comment moi je peux changer et m'adapter à mon interlocuteur plutôt qu'aller voir mon interlocuteur et lui dire change pour t'adapter à moi. Donc moi, je dis quoi? Je dis aux parents, aux gens, il n'y a pas de souci, il est comme il évolue parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de mind mapping dans le système éducatif alors qu'on n'avait pas ça avant, même s'il y a encore plein de lacunes, il y a des choses qui changent. Maintenant, nous, comment on peut nous se former pour avoir ces bonnes techniques? Comment nous, on peut donner les bonnes choses à nos enfants? Comment nous, on peut accompagner nos enfants? La chance et la malchance qu'on a en France, c'est qu'on a délégué l'éducation de nos enfants à l'école. Alors que l'école n'est pas là pour donner l'éducation. Elle est là pour donner un enseignement. Et ce qui se passe,
c'est qu'on prend notre enfant, on le ramène à 7h30, même s'il commence à 8h30, parce qu'il faut le mettre avant les cours pour aller travailler. Et on va le chercher à 18h parce qu'on ne peut pas finir, on finit à 17h et on va le laisser à l'étude, au TAP et tout le blabla. On le ramène à 18h, il est KO, on lui donne à manger, on dit va dormir parce que moi je suis fatigué de ma journée de travail et rebelote le lendemain. Et on estime que c'est l'école qui doit tout faire. Alors que moi je dis non, 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 non. Si on a fait des enfants, c'est pas pour que l'école elle fasse tout. C'est à nous de voir comment nous on peut les accompagner. Et comment nous on peut les accompagner, c'est comment moi je peux me former pour donner le meilleur à mes enfants. Et donner et comprendre comment mon enfant fonctionne. Tous les enfants sont différents. Ce qui se passe, c'est que le système éducatif, il évalue les gens sur 2 thématiques. Les 2 thématiques, c'est quoi? C'est la partie logico-mathématique et verbo-linguistique. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de maths et beaucoup de français, ou beaucoup de langues et beaucoup de choses scientifiques. C'est les 2 vraiment thématiques qui sont évaluées. Donc, l'art plastique, le sport, ça, c'est des trucs, exemple, au lycée ou ailleurs, c'est 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, et on est vraiment sur ce système-là. Alors qu'il y a des études qui montrent qu'on a 9 types d'intelligence. On a 9, je suis décalé, on a 9 types d'intelligence. Logico-mathématique, verbo-linguistique, visio-spatial, kinesthésique, intrapersonnel, interpersonnel, naturaliste et existentiel. Comme ça, les gens, ils ont les 9. Eh bien, ces 9 types d'intelligence, chaque personne a ces types d'intelligence. Et on est tous différents. Et donc, comme on évalue un enfant sur 2 de ses intelligences, et peut-être que lui, il a plus une intelligence kinesthésique, peut-être qu'il a plus une intelligence intrapersonnelle, et peut-être qu'il a plus telle intelligence, eh bien forcément, ce n'est pas adapté. Eh bien, à moi, comment je vais accompagner mon enfant pour exploiter et faire en sorte de développer ses intelligences. C'est ce qui est fait un peu dans les... Pourquoi les gens, ils aiment bien les écoles Montessori et autres? C'est parce que toutes ces écoles-là, ils font appel à plusieurs types d'intelligence. Ils ne sont pas que sur le logico-mathématique, que sur le verbo-linguistique. Et ils sont aussi sur le fait que l'enfant laisse le choix à l'enfant de faire ce qu'il a envie de faire. Et non, c'est plus nous qui imposons. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais, mais si, clairement. C'est une réponse un peu générale qui est... Et je comprends ce que tu dis et les pincettes que tu as voulu mettre pour pas que les gens disent ouais, c'est quoi? Et moi, je suis souvent confronté à ça. On me dit non, mais toi, tu tapes sur l'école. Non, non, je tape pas sur l'école. S'il n'y avait pas eu l'école, perso, si j'avais été au Maroc et que mon père n'était pas venu il y a 60 ans en France, je pense que je serais bien en galère. Et au Maroc, tu sais, alors qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on a énormément de chance. Le système éducatif, il est incroyable. Et maintenant, à nous de voir comment on peut aider et faire évoluer les choses. Mais ouais, 100% d'accord. Tu vois, j'ai l'impression qu'au niveau du système de notation, bah déjà, on démarre de 20 et on enlève des points. Donc, c'est ce qu'on appelle le rise to zero. C'est en business, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, imaginez qu'on transpose ça à une concurrence. Je vends un produit en e-commerce. Mon concurrent, qu'est-ce qu'il fait? Il va baisser le prix, je vais encore baisser, etc. Et du coup, on va jusqu'à 0. Là, c'est pareil avec les notes. Et en fait, je trouve que ce système où justement, au lieu d'avoir des cours de soutien, on n'a pas des cours d'approfondissement, c'est dommage parce que du coup, bah, ça moyenne en fait nos niveaux, et ça empêche d'avoir en fait des virtuoses dans un domaine. Il y a peut-être des mecs qui sont super forts en SVT et qui kiffent ça et qu'on pousse pas, et donc du coup on leur fait faire de la flûte et voilà. Et il y en a d'autres qui aiment de la flûte et on leur fait faire de la SVT. Donc c'est ça je trouve ça vraiment dommage. Ce qui manque, je pense, c'est des cours de méthodologie. Alors, je vais te poser une question simple. Est-ce que toi, Gérald, à l'école, on t'a appris à apprendre? Non, j'ai pas l'impression, non. Et c'est ça, moi je pense que c'est vraiment ça qui manque. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à l'école et on va nous apprendre à lire, on va nous apprendre à écrire, on va nous apprendre à compter, mais on ne va pas nous apprendre à apprendre. Moi, perso, on ne m'a jamais appris à me concentrer. Alors que toute ma vie, on me demande de me concentrer. Même si on ne me le demande pas, il faut que je sois concentré en cours, il faut que je sois concentré au travail, il faut que je sois concentré dans ma vie de tous les jours. Tous les jours, on va devoir apprendre. On fait même le contraire. On fait même le contraire parce que quand tu dois faire tes études, on te met dans une salle de permanence, on t'enferme, et dans ce cas-là, tu es devant ton cartable, tu dois ouvrir ton cartable, bosser dessus, mais à ce moment-là, il n'y a que du défocus. Je regarde l'oiseau par la fenêtre, je regarde l'autre qui est en train de se balancer, etc. Donc oui, en effet, c'est tout à fait vrai. C'est ça qui manque. Et moi, je pense qu'il faudrait avoir des cours de méthodologie, des cours où on va nous dire, et pendant tout le système, pendant toute notre scolarité, on nous accompagne et on nous refait un peu, des fois quand on bifurque, on nous remet une petite claque, mais quand je dis une claque, pas physique, hein, on nous dit, c'est comme ça que ça fonctionne, et on nous apprend à apprendre. Et quand tu as appris à apprendre, tu peux tout apprendre. Imagine, alors, moi, la question que je pose souvent, je te dis, imagine tout de suite, tu as la lampe d'Aladin dans les mains, et tu as le génie qui sort.
Et le génie arrive devant toi, Gérald, et il te dit, Gérald, j'ai la possibilité de te donner une compétence, une chose que tu as envie d'apprendre, une notion que tu as envie d'apprendre. Qu'est-ce que tu souhaiterais apprendre? Tu sais très bien que c'est une question que je pose à la fin, ça, normalement. Si tu pouvais maîtriser une compétence en un claquement de doigts, qu'est-ce que ça serait? Bah, Non, mais oui, en c'est vrai que tu gros, l'as dit souvent. Là, ouais. Donc, moi, la réponse, donc si les auditeurs vont se poser la question, moi, ce que je dis, c'est apprendre à apprendre. Je suis 100% d'accord. Parce que quand tu as appris à apprendre, tu peux tout apprendre. Si aujourd'hui, on vit dans un système où tout va très vite, et encore plus depuis le Covid, et on est dans un système instable, où on dit à tout moment, on peut perdre notre emploi. Même quand tu te lances en entrepreneur, ce qui marche aujourd'hui, demain peut ne plus marcher. Si tu lances un produit, tu peux être à faire une année à 1 million d'euros, imaginons, et l'autre année, ça ne marche plus alors que c'est le même process, tout ça. Et les techniques de marketing évoluent, tout évolue. Eh bien, quand tu as appris à apprendre, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, tranquille, si je devais tout perdre, si je devais tout perdre, ben, comme je sais apprendre à apprendre, je peux réapprendre une compétence. Même une compétence bidon qui me permettrait de gagner 1 500 euros ou 2 000 euros par mois et aller prendre un salariat, au moins, je vais pouvoir apprendre cette compétence et pouvoir la monétiser. Et donc, quand tu as ça, ben, tu n'as plus la peur. T'as plus la peur de l'échec. Tu n'as plus la peur de dire je vais tout perdre. Parce que tu sais que tu peux recommencer. Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Et ça change complètement, ça change tout. Et moi je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait 3 ans que j'ai découvert ce savoir. Donc moi, j'ai un passif, moi j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé 10 ans, même 12, 11 ans dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie parce que j'ai même fait de l'alternance là-bas. Donc j'ai vraiment, toute ma vie, ça a toujours été le salariat. Toujours, toujours. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse où notre schéma mental, c'était tu fais des grandes études. Moi, en plus, comme j'ai galéré à l'école, c'était il faut que tu aies un bac, il faut que tu aies ton bac plus 2, il faut que tu aies ton bac plus 5. C'était ça dans ma tête. Quand j'ai eu mon bac plus 5, il faut que je rentre dans un grand groupe. Tu es dans un grand groupe super, tu as ton petit salaire de cadre qui rentre tous les mois, la sécurité de l'emploi, métro, boulot, dodo. Ils étaient vraiment dans ce schéma institutionnel qu'on a et qu'on nous apprend de manière générale, et on est voué à ça. Et quand j'ai découvert ce savoir-là, moi, dans ma tête, jamais j'aurais pu dire, je vais arrêter mon métier, mon salariat, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Nature très peureux, quand je dis peureux, c'est comme toute la conscience apprise, toutes ces phrases, t'es nul, t'y arriveras pas, t'y arrives pas, t'es pas bon. Et ben moi, j'ai cru ça, alors je me suis dit, jamais je pourrais être entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est aussi beaucoup de mindset, c'est beaucoup de confiance en soi, tout ça. Et ben quand j'ai découvert ce savoir, j'ai lâché le salariat et je suis entrepreneur, mais ça a été naturel. Même moi, quand j'ai envoyé le courrier, quand je suis parti poser, tout s'est fait de manière tellement fluide, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de faire ça. Il y a un poids mental qui est parti, qui a complètement changé mon état d'esprit, alors que 3 ans avant, jamais j'aurais pu faire ça. Mais les Méditerranéens, en plus, quand tu fais ça, quand on fait ça tous, quand on décide de ne pas aller dans le grand groupe, on décide on a une rupture supplémentaire en plus avec notre culture et ce que nos darons ils ont toujours voulu pour nous. Ça, mon père et ma mère, alors ma mère encore aujourd'hui, elle me dit non mais c'est pas vrai. Alors que elle voit je suis vice-champion du monde, ça se passe bien et tout ça. Elle me dit toujours non mais tu reprendras ton travail parce que pour elle c'est pas un travail, tu vois. Tu reprendras. Et même des fois même moi pour moi c'est pas un travail quand je dis avant quand je travaillais parce que maintenant j'estime que je travaille plus même si et donc mes parents quand je leur ai dit ça. Au début, ils pensaient que c'était une blague. Ils me disaient, non, mais c'est pas possible, Mohamed, tu rêves, qu'est-ce que tu fais? Je travaille à Montpellier, à Paris, j'ai une mutation à Montpellier, le déménagement, il est payé par l'entreprise, la moitié du logement est payé par l'entreprise. Tu sais, voilà, c'est vraiment un grand groupe. Donc, tu as des avantages sociaux que tu trouves dans n'importe quelle entreprise. Tu sais, des trucs incroyables. Les RT, j'avais, je sais pas combien de jours d'RTT, combien de congés. Et quand je dis non, mais j'arrête tout pour être à mon compte, pour eux, c'était inconcevable. Mais ça, c'est le fait que tu sais que tu peux apprendre à apprendre et donc tu peux recommencer tout ce que tu veux. Ça fait écho à un épisode qu'on a fait avec Kim Benour où en fait, il disait très souvent, lui, il a des gens qui ont un fort succès entrepreneurial devant lui et souvent la question qui lui revient, c'est voilà, mais si tout s'arrête demain, en fait, il dit, tu as su faire un business qui fait X centaines de milliers, X millions.
ton skill, il est là. Ton skill, ton vrai asset, il est là. C'est pas les parts sociales de ta boîte actuelle. C'est en fait le chemin. Et justement, moi, il me challenge là-dessus parce que moi, c'est une peur que j'ai encore. Et si demain tout s'arrête, etc., toi peut-être aussi. Mais en gros, ça fait vraiment écho aux soft skills, en fait, sont supérieurs, en fait, à réellement la valeur de notre patrimoine ou la valeur de notre chiffre d'affaires ou ce que l'on a. Et ça fait vraiment écho à ça. Ouais. Moi, j'en parle aujourd'hui. Dans un coin de ma tête, j'ai toujours cette petite peur. Elle est là. Mais avant, on va dire, elle prenait peut-être 80% de mon cerveau. Maintenant, elle en prend plus que 50, après plus de 30, maintenant peut-être plus que 20. Et c'est tout ce que j'apprends et je continue à apprendre qui fait diminuer ça, qui fait diminuer ça. Parce que aussi, moi, je pense que ça prend du temps et ça a pris du temps. C'est parce que je suis papa. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et dans ma tête, c'est plus moi. C'est moi et mes enfants. C'est qu'est-ce que, si demain je perds tout, comment je vais donner, comment mes enfants vont vivre, tout ça. Et après, je me dis quoi? Je dis, mais quoi qu'il en soit, tu es en France. Je le dis, c'est bizarre de le dire, mais on a la chance d'être. Au pire, tu as quoi? Tu as le RSA. Et tu as le RSA pendant 6 mois et tu te relèves. Moi, je dis à personne de faire en sorte d'avoir le RSA. Il faut faire les actions. Mais au pire, tu te dis, si je devais tout perdre et être à la rue, eh ben, déjà, j'ai ma famille, j'ai mes proches qui vont m'accueillir, j'ai tout ça. Et au pire, voilà, et pendant 1 ou 2 mois, ça va être chaud, je vais manger des pâtes et du riz et je vais me relever. Je vais faire tout et n'importe quoi et je vais me relever. C'est ça surtout parce que quand on a fait la démarche de devenir entrepreneur, on a déjà fait un truc assez dur et je pense qu'une fois l'ego mis de côté, on n'a pas de problème à aller faire un vrai taf de salarié très très dur et Ouais. peu gratifiant mais très dur en fait. Je pense que moi là-dessus, je suis complètement OK, tu vois. Pourtant, Et j'ai jamais réellement aujourd'hui, bossé à part dans mes boîtes. Mais je pense que je suis OK et je pense que toi c'est pareil. ce qu'on ne dit pas, et peut-être moi, c'est ce que je dis quand je n'aime pas, on voit la partie visible, oui, voilà, il fait des formations, ça se passe bien. Mais un entrepreneur, moi, j'ai vécu, j'étais salarié, je suis entrepreneur. Salarié, tu arrives à 8h, 17h, c'est fini, 18h, tu rentres chez toi, tu prends Mm. tes trucs, tu poses ça à l'entrée de la maison, tu t'occupes de tes enfants. Quand tu es entrepreneur, tu es toujours en train de travailler. Tu comptes pas tes heures. Des fois, tu travailles le samedi, tu travailles le dimanche. Donc, tu développes une capacité de travail beaucoup plus importante que beaucoup de personnes. Donc, demain, quand tu vas aller dans. Et en plus, tu développes le relationnel, tu vas développer plein de choses. Et tous ces soft skills et toutes ces capacités, parce que tu fais un peu de compta, tu fais un peu de ci, tu fais un peu de ça, dans n'importe quel métier, après, tu y vas et tu as une longueur d'avance. Tu as une longueur d'avance quand tu vas demander à quelqu'un de te prendre en tant que salarié. Et tu iras plus vite et tu seras beaucoup plus compétent que quelqu'un d'autre. Je suis 100% d'accord. Tu nous as parlé un petit peu de ta famille, de ton départ, ta scolarité. Tu nous as parlé de ton championnat du monde et toutes les autres compétitions que tu as gagnées. Mais il y a eu quoi? Comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, euh, alors moi, c'est particulier. Comme je disais, donc moi, j'arrive à Montpellier en fin 2017. T'es natif Et de Paname, hein? Enfin, là, moi, Ouais, je suis ok. Saint-Ouen. Saint-Ouen, porte de Clignancourt, les puces de Saint-Ouen, les gens s'y connaissent ça, l'avenue Michelet. Donc moi, je suis de Saint-Ouen et toujours vécu à Saint-Ouen. Je suis né à Saint-Ouen, donc à Porte de Saint-Ouen, je suis né. Donc vraiment, même quand je me suis marié, j'avais un appartement à Saint-Ouen, toute ma vie là-bas. Et donc j'ai une mutation. Je suis parti à Montpellier, arrivé à Montpellier. Au bout d'un an, tu connais personne. Ton seul schéma, c'est métro, c'est travail, maison. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je commence à revivre et à avoir une vie sociale. Et ma femme, elle tombe sur un atelier de lecture rapide sur les réseaux sociaux. Et un soir, je rentre du travail et elle me dit, Mohamed, je t'ai inscrit, il y a un atelier de lecture rapide, ce serait bien. Je te jure, je la regarde et je lui dis, mais de quoi tu me parles? Elle me dit, un atelier de lecture rapide. Je dis, non, mais te moque pas de moi. Tu as vu ma tête. Qu'est-ce que je vais faire dans un atelier de lecture rapide? Et dans ma tête, c'était vraiment rencontre avec des geeks de la lecture. Tu sais, le gars avec ses lunettes un peu vieillot, son petit livre, son verre de vin rouge. Tu sais, des trucs un peu comme on voit dans les films, ou les films, les clubs de lecture, tout ça. Et moi, je me disais, mais c'est pas du tout mon profil, je vais pas aller là-bas. Elle me dit, non, mais je te promets, le gars, il est motivant, il est intéressant, vas-y. Et elle fait quoi? Le gars, il faisait ça assez régulièrement. La première fois, ça laisse passer. La deuxième fois, elle me dit, je t'ai inscrit à ta place. Je t'ai inscrit, tu vas y aller. Bon, pas le choix. J'y suis allé. Au début, je suis allé là avec plein d'a priori et plein d'idées négatives. Et quand j'arrive là-bas, révélation. J'ouvre la porte, je tombe sur que des gens entre 25 et 35, soit étudiants, entrepreneurs, soit ils font des métiers de ouf. Ils sont là, ils me disent on peut lire un livre de 200 pages en 1 heure, tu peux mémoriser l'information, tu peux restructurer tes idées. On me dit que des trucs incroyables comme ça. Je me dis non, mais
Vous me mentez, c'est pas possible. C'est un peu la réaction. Et j'étais vraiment dans une sorte de déni, c'est pas possible, ça n'existait pas. Et il me montre, je vois que ça marche. Donc, tous les dimanches, je commence à aller à cet atelier. On se fait des trucs, on se fait des challenges, tout ça, on avance ensemble. Et on était un petit groupe. Je commence à rentrer dans le noyau et faire partie du noyau dur du truc. Et je commence à m'intéresser de plus en plus. Et là, je me dis maintenant, comme dans ma tête, toute ma vie, je pensais être nul. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, en vrai, j'étais pas nul. C'est juste que je ne suis pas moins doué que quelqu'un d'autre. C'est juste que je n'avais pas les bonnes techniques. Mm. Donc, à ce moment-là, je me suis mis à me former. Mais j'ai tué toutes les formations qui existaient. Lecture rapide, mémorisation, mind mapping, j'ai tout fait. Tout fait, tout fait. Des gens qui vivent en Angleterre, au Portugal, en Pologne, Luxembourg. Après, je suis parti à la source avec les teams de Tony Buzan, les personnes qui font de la photo-lecture. J'ai essayé de tout prendre et de me nourrir de tout ce qu'ils faisaient. Lecture rapide. Et j'en ai fait ma méthode. J'en ai fait Ok. ma propre méthode en me disant voilà, qu'est-ce qui fonctionne. Et rapidement, j'ai commencé à former. Parce que moi, mon schéma, j'ai toujours été comme ça et là, je l'ai conscientisé, mais avant, je ne le conscientisais pas. J'ai toujours été dans apprendre, appliquer, partager. Sans m'en rendre compte, j'ai toujours voulu apprendre, appliquer le truc maintenant et après le partager. Et c'est ce que j'ai fait parce que tout de suite, j'ai créé une association et j'ai commencé à le partager gratuitement. Après, je faisais juste payer la salle pour que, en le partageant, moi, je progresse. Parce que quand tu le partages, les gens te posent des questions, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Et en plus, quand tu apprends pour partager, tu apprends pas de la même manière que quand tu apprends pour toi. Parce que là, tu apprends en te disant, mais s'il me pose telle question, comment je peux lui faire comprendre? Et en essayant de faire comprendre quelque chose et en te mettant à la place de l'apprenant, ben, toi, tu progresses. Et donc, j'ai fait ça très, très vite. Et ça, littéralement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et après, en parallèle de ça, je me suis dit, allez, avec mes potes, on s'est dit, vas-y, venez, on va au championnat. On va tester, on va aller au championnat. J'y suis allé en Au bout de combien 2019. de temps? Au bout de combien de temps, ça? Alors, moi, j'ai découvert, si je te donne toute la hiérarchie, j'ai découvert ce savoir en février 2019. Donc, ça fait même Ok. pas 3 ans, février 2019. Euh, En septembre, octobre 2019, je suis allé au championnat, mais juste pour. Je suis arrivé je suis arrivé 40e, tout ça. Mais c'était pas pour. J'y suis allé pour voir l'énergie, voir les gens qui faisaient des trucs incroyables, tout ça. Et en arrivant là-bas, donc je suis arrivé, je crois, 30e en mind mapping, euh, 29e en lecture rapide. Ça faisait que 6 mois, 7-8 mois que j'avais découvert ce savoir. Et en sortant de là-bas, de la salle, je me rappelle, c'était à La Villette, au centre de La Villette. En sortant de là-bas, je me suis dit l'année prochaine, c'est bon, là, tu t'entraînes. L'année prochaine, tu y vas comme un sportif de haut niveau. Et dans ma tête, c'était ça. Et donc, pendant un an, Ouais. je lisais quasiment tous les jours. Après, je lisais un livre par jour. Je faisais un mind mapping tous les 3 jours. J'étais en mode machine et j'apprenais, je partageais. J'apprenais, je partageais. J'apprenais, je partageais. Et en mai 2020, je suis devenu triple champion de France de mind mapping et champion de France par équipe de lecture rapide, parce qu'on était allé avec une équipe. Donc, c'est là que j'avais lu un livre de 320 pages en 37 minutes. Et l'année d'après, donc 2021, là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, maintenant, tu vas prendre tes élèves et tu vas y aller avec tes élèves. Tu vas plus y aller seul, tu vas y aller. Et en plus, tu vas ramener du monde avec toi pour qu'on se motive. Et donc là, j'ai pris un groupe. Il y avait des personnes qui avaient entre 11 et 50 ans. Papa, Mihan de 50 ans, qui s'est mis à lire un livre par jour avec son fils de 11 ans. Voilà, il y avait tous les profils. Et là, c'est là où je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Et mon élève est devenu vice-championne du monde de mind mapping. En mind mapping, je suis devenu arbitre international, donc je faisais la correction. Donc c'est pour ça que je n'étais pas participant. Et mon élève est devenu vice-champion du monde de mind mapping. Et j'ai plein d'élèves qui sont arrivés 6e, 7e, 10e. Et on y allait en se disant, allez, on y va pour prendre du plaisir. Et quand tu te donnes un challenge comme ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est le meilleur moyen de progresser. On va prendre dans l'exemple de l'entrepreneuriat. Si tu te donnes un challenge sur 3 mois en disant il faut tel truc et tu vas avec plusieurs personnes et tu vous dites il faut qu'on atteigne tel objectif et tu mets toute ton énergie pendant 3 mois, tu vas gagner des années dans ton business. Et bien, c'est un peu ça que j'ai gagné des années en faisant de lire un livre par jour. Mes élèves lisent un livre par jour. On s'envoyait des livres à corriger. On faisait plein de choses pour se préparer au championnat. Et voilà, ça a payé. Et ma plus grosse fierté, c'est pas forcément que moi j'ai gagné, mais que mes élèves aient accompli ce qu'ils aient accompli. Et n'importe quel âge, Et souvent, ce que je me rends compte, c'est que ce savoir, il n'a pas de couleur, il n'a pas de race, il n'a pas d'âge, il n'a pas de classe sociale, il a une seule chose, il a la volonté.
C'est juste ça que ce savoir-là. Et c'est ça qui est beau. Et donc, tout le monde peut l'avoir si tu as la volonté, uniquement. J'avais une question par rapport à la lecture rapide tout à l'heure, puis en fait, on est passé. Est-ce qu'il y a des alphabets ou des langues où on lit plus ou moins vite? Très bonne question. Alors, exemple, moi, le livre est traduit en plusieurs langues, en chinois, en pakistanais, tout ça. Et il y a certaines langues, comme le chinois, où on peut lire un peu plus vite. Il y a certaines langues comme ça, où parce qu'on est on est sur des formes et non pas sur des mots. Donc, on va pouvoir aller un peu plus vite qu'une lecture comme nous, on a la Oui, tête. avec l'alphabet. Ok, très bien. Ouais, ok, c'est très clair. Et depuis tout à l'heure, tu parles de cette notion de mind mapping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux un peu définir Alors, cette le mind compétence? mapping, c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. Le mind mapping, ça veut dire carte mentale. Ça veut dire quoi? C'est lorsque tu vas prendre tes notes, tu vas plus écrire de manière linéaire comme on a appris à l'école. Tu vas prendre une feuille, tu vas mettre au milieu de la feuille le sujet, le titre, là, l'élément important. Donc, ça va dans un rond. Et après, tu vas faire comme des branches, voilà, des branches sur lesquelles tu vas mettre soit des mots et des images. Et ce qui se passe, c'est que quand tu regardes ta carte mentale, c'est fait en arborescence. Et le cerveau fonctionne en arborescence. Si vous avez déjà vu des neurones, des synapses, voilà, des images comme ça, on voit que ça fonctionne en arborescence. Et donc, le mind mapping est en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Ton cerveau fonctionne en arborescence. Donc, si tu écris en arborescence, si tu souhaites mémoriser en arborescence, tu vas mémoriser et apprendre plus facilement. Ouais, en termes d'ergonomie, c'est mieux pour ton cerveau, quoi. Voilà. En termes d'ergonomie, c'est le meilleur outil de prise de notes pour mémoriser. C'est le meilleur outil. Et lorsqu'on est dans la prise de notes sous forme de mind mapping, on est en processus actif de mémorisation. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, on a dit qu'il faut lire et prendre des notes. Parce que quand tu prends des notes, tu commences déjà à apprendre. Et bien, en faisant ça, dans ta vie de tous les jours, exemple, vous écoutez le podcast, vous prenez des notes sous forme de mind mapping, ce sera beaucoup plus facile après de les relire et de le retenir. D'ailleurs, appel à candidature. S'il y a quelqu'un qui veut faire des mind maps du podcast, qui m'envoie un email, je le recrute de suite et on trouvera une petite façon un moyen de faire une prestation. J'achète votre prestation si vous me faites une mind map. Dans tous les cas, on veut le faire, mais aujourd'hui, on n'a pas trop le temps. D'ailleurs, je me permets tu peux le faire en informatique. Tu peux faire des mind maps informatiques. Exactement. Mais moi, toutes mes prises de notes, je les fais en mind map. Hein. Et mes briefs, je fais tout en mind map. Après, est-ce qu'ils sont… D'ailleurs, un jour, il faudra que tu me corriges. Il faudra que je te prenne un consulting pour que tu me remettes d'équerre. Après, il y a plein. Il y a Xmind, il y a eMindMap, voilà, des outils comme ça qu'on peut utiliser pour faire des mind maps informatiques. Mais moi, je conseille dans un premier temps de le faire de manière feuille papier. Ça nous permettra de mieux mémoriser au début. Yes, carrément. Je me permets juste de vous solliciter à tous, puisque je ne le fais jamais. On manque d'engagement sous les vidéos commentées. Ça nous permet d'avoir des invités de qualité comme Mohamed aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment hyper important. On met des gros budgets en publicité pour vous avoir ici. Donc voilà, c'est la seule façon de nous remercier, c'est en likant les contenus qu'on fait. Donc, deux choses. Ouais. C'est très important. Il faut liker et laisser un commentaire. Et même une troisième chose, partager. C'est-à-dire que, moi, je disais tout à l'heure, apprendre, appliquer, partager. Vous avez appris, appliquez ce que vous avez vu aujourd'hui et appliquez ce que vous entendez quand Gérald fait des podcasts. En plus, il ramène vraiment des invités à forte valeur ajoutée. Franchement, moi, personnellement, j'écoute ces podcasts et des invités incroyables. Et ensuite, partagez-le. Et exemple, peut-être que là, en partageant cette vidéo à vos amis, à votre famille, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, mais moi aussi, je pourrais reprendre mes études, je pourrais reprendre ma lecture, je pourrais reprendre ci, je pourrais reprendre ça. » Et moi, j'invite une personne ou tout à faire un petit résumé en commentaire. Voilà, un résumé en commentaire des outils ou des choses que vous avez retenues. Ou si vous avez retenu qu'une seule chose, mettez-la en commentaire. La seule chose, s'il y avait un truc à retenir de toute la vidéo, c'est quoi? Mettez ça en commentaire et ça nous aidera et ça aidera ce podcast à perdurer dans le temps. Et souvent, les gens me disent pourquoi tu appelles les gens à la lecture? Je leur dis aussi la lecture, c'est un apprentissage gratuit. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas à la bibliothèque, tu prends une carte de bibliothèque, c'est 10 € et tu as plein de livres à disposition. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour lire. Et pourquoi je vous dis ça? Donc, c'est un loisir gratuit, tu vas accumuler du savoir. Et ce qui est cool, c'est que les podcasts de Gérald, ils sont sur YouTube ou sur d'autres plateformes et c'est gratuit. Donc, vous apprenez, vous gagnez des années d'apprentissage gratuitement et il met à disposition son temps. Donc, merci Gérald pour l'invitation et on va continuer, mais juste un petit commentaire ou un petit j'aime, ça changera. Merci beaucoup pour ce call to action qui est très clair, qui est très vif.
Je suis sûr que ça va le faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes clients? Parce qu'il y en a peut-être que tout le monde n'a pas envie de devenir compétiteur. Comment ils utilisent en fait ces compétences, ces disciplines de mind map et de lecture rapide dans leur vie du quotidien? Alors, mes élèves, moi, je préfère les appeler élèves plutôt C'est que vrai, clients, parce que pour moi, c'est vrai, c'est vrai. c'est vraiment mes élèves. Et ce qui est beau, c'est que j'ai tous les profils. Alors, j'ai des élèves qui partent de 11 à 80 ans. Le plus vieux de mes élèves, il a 80 ans. Quand il s'est inscrit à mes formations, je lui dis, mais pourquoi à 80 ans tu fais ces formations? Il m'a dit, pour rattraper le temps perdu. Il a 80 ans, il dit, je veux rattraper le temps perdu, j'ai plein de livres à lire. Et donc, les personnes que j'accompagne, donc soit dans les formations, parce que moi je fais soit des formations en ligne, soit des formations physiques, les personnes que j'accompagne, euh, je suis plutôt pour faire simple, c'est pas les ados, c'est plutôt les adultes. Moi, je suis plutôt des personnes qui ont plus de 18, 20 ans et ils vont être dans une démarche d'évolution, de progression. Donc, soit d'évolution et de progression salariale, qui sont salariés, entrepreneurs ou en reprise d'études. J'ai beaucoup de personnes, des mamans, une maman qui s'appelait Sarah, qui a repris ses études d'infirmière à 39 ans. Myriam, 54 ans, qui reprend ses études de médecine chinoise. J'ai Laetitia qui se lance dans la naturopathie alors qu'elle a 4 enfants. J'ai Mihan qui a 50 ans et qui est docteur en mathématiques, mais qui sait qu'il lit jamais, il aimerait lire. J'ai des personnes qui sont entrepreneurs et qui me disent, moi, dans l'entrepreneuriat, maintenant, je passe du temps avec mes clients, mais j'ai plus le temps de me former pour donner plus à mes clients et donner mieux. Donc, je sais que ça va passer par la lecture, lire des livres de marketing d'un tel. Donc, j'aimerais lire plus vite et structurer mes idées. J'ai des coachs aussi qui me disent, ben, moi, j'ai envie d'utiliser le mind mapping lors de coaching. Parce que tu peux, lors d'un coaching, tu peux dans n'importe, quand je dis coaching, tout type de coaching, hein, tu es avec ton client, et bien la prise de note de ce que ton client te dit, tu le fais sous forme de mind map, tu lui montres, tu peux le faire avec lui. J'ai même des enseignants, des médecins. Une de mes élèves qui habite en Suisse, qui est qui travaille avec des personnes qui ont perdu la mémoire. Des personnes qui ont perdu la mémoire. Et elle s'est formée. Et maintenant, ce qu'elle a fait, c'est elle est partie utiliser le mind mapping des personnes qui ont perdu la mémoire pour voir si ça les aidait à retrouver la mémoire. Et elle commence à avoir des résultats positifs. C'est-à-dire des personnes qui ont complètement perdu la mémoire et qui viennent, et ça faisait 1 an, elle avait une patiente, ça faisait 2 ans, 1 an et demi qu'elle a suivi. Au bout d'1 an et demi, quasiment zéro résultat. Elle s'est dit, vas-y, on n'a plus rien à perdre, on va tester le mind map. Et en 6 mois, elle a eu plus de résultats avec cette patiente qu'en 1 an et demi. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment tout. Et après, j'ai beaucoup de papas, de mamans. Alors là, quand je dis papa, maman, ils peuvent avoir n'importe quel profil dans leur vie salariale, mais ils sont là en tant que papa et maman. Ils ne sont pas là en tant que salariés, même si ça va les aider. Mais ils sont là en train de se dire, moi, j'aimerais découvrir ces techniques pour moi, pour les partager à mes enfants. Et pour que mon fils, au collège, au lycée, et puis, ou en primaire, il puisse utiliser. Donc, c'est vrai que à la différence de beaucoup de gens, parce qu'on dit beaucoup, faut connaître ton client par cœur, ton persona, il a entre 25 et 30 ans, il s'habille comme ça. Alors moi, la particularité, c'est que c'est vraiment large. C'est vraiment large et c'est plus la souffrance que je vais venir accompagner. Mon persona, c'est plus la souffrance que je vais venir soigner. La souffrance, c'est j'en ai marre de ne pas apprendre, j'en ai marre de perdre du temps, j'en ai marre de ne pas optimiser mon cerveau, j'en ai marre de plus retenir l'information, j'en ai marre de ne pas lire, j'en ai marre de ne pas être cultivé. C'est toutes les personnes qui ne se sentent pas cultivées. Discuter avec des gens, ils ont l'impression qu'eux, ils connaissent tout et toi, tu ne connais rien. Et souvent, tu te sens comme ça, pas cultivé. Alors que la seule manière de se cultiver, c'est quoi? Ben, c'est d'apprendre des choses. Et tu les apprends comment? Soit en écoutant des podcasts à forte valeur ajoutée comme celui-ci, ou en allant lire des livres de personnes qui ont marqué l'histoire. Et tu vas lire tous les jours, lire. Maintenant, il y a une chose, et je le répète souvent, lire pour lire, ça ne sert à rien. Parce que sinon, les bibliothécaires, ils seraient tous millionnaires. Un bibliothécaire passe sa journée, il est avec les livres, il passe sa journée à lire. C'est pas la lecture en soi le plus important. Il faut lire. Et j'appelle à la lecture. Mais j'appelle à la lecture avec l'application. C'est pour ça que je dis apprendre, appliquer, partager. Ça ne sert à rien de lire si tu n'appliques pas ce que tu lis. Et si tu restes que dans la théorie. Tu peux passer ta vie à lire des livres de marketing. Si tu ne fais pas le premier pas, ça ne changera rien. Bien sûr. Et donc, c'est toujours lire, appliquer, lire. Et vaut mieux lire un demi-livre ou un livre et t'arrêter et
et appliquer ce livre avant d'en prendre un autre. Parce que lire un livre par jour, c'est bien beau. Parce que, à part dire, ouah, tu lis un livre par jour, mais si tu n'appliques pas ce qu'il y a dedans, ça change rien. Moi, ça a littéralement changé ma vie parce que, exemple, le mastermind où on est ensemble, si je n'avais pas lu des livres, 5-6 livres sur l'état d'esprit, être entouré des meilleurs, être entouré des gens qui ont déjà accompli ce que tu as accompli, c'est toutes ces choses-là, jamais j'aurais pu aller dans un mastermind avec le prix pour rentrer dans un mastermind alors que je venais de commencer. Mais je me suis dit, attends, Mohamed, tu lis, tu vois que tout le monde t'appelle à ça, et ben maintenant, il faut appliquer. Bah, sinon, ça arrête de lire. C'est le problème de ceux qui vont binge-watcher beaucoup de du contenu YouTube, etc. C'est très bien, il faut le faire. Mais il faut de suite l'appliquer. Ouais, et je suis, moi, tu sais, je suis un grand fan du marketing intentionniste. Et du coup, je pense que c'est pareil au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai commencé mon métier de développeur parce que, en fait, j'avais clairement identifié qu'il y avait une problématique sur un logiciel, qu'il n'y avait rien d'autre sur le marché qui pouvait correspondre, qui pouvait répondre à ce problème-là. Et du coup, je me suis dit, il faut le faire. Et à ce moment-là, j'ai juste cherché l'information qui me permettait de le faire. Donc déjà, au départ, me connecter à la plateforme. Donc un login, un mot de passe, se connecter, créer un compte, etc. Ensuite, ça a été d'aller créer des collections, ensuite d'aller créer des items dans les collections, etc. C'est comme ça que je me suis mis à développer. Alors, je suis pas le meilleur développeur du monde, loin de là, je suis même plutôt mauvais. Mais par contre, j'ai développé des choses qui ont super bien fonctionné et surtout j'ai eu très vite la culture nécessaire, la culture en fait de la résolution des problèmes, plus que réellement apprendre, tout savoir et savoir l'utiliser, quoi. Exactement. Ça, j'y crois pas trop. Clairement. J'avais une question aussi. Toi qui as fait une partie de ta carrière du coup dans un grand groupe et qui maintenant tu bosses justement sur la façon d'apprendre, sur la façon parce que on gagne forcément en productivité également, j'imagine, quand on utilise tes compétences. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien qui est possible? Est-ce qu'ils s'y mettent un petit peu les grands groupes à justement former leurs collaborateurs, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a une démarche qui est en route? Je travaille avec des grands groupes parce que je disais mes clients, donc moi dans les formations physiques que je fais, je travaille aussi pour des grands groupes. Et vraiment des grands groupes du CAC 40 où je vais intervenir dans leur entreprise pour former leurs salariés à la lecture rapide, au mind mapping et aux techniques de mémorisation. Je vais donner d'abord mon exemple et je vais donner l'exemple de certaines personnes que j'accompagne. Quand tu dis que tu peux lire tu peux diviser par 2 ton temps de lecture, que tu peux être beaucoup plus focus, c'est-à-dire être concentré et ne pas te disperser. Quand tu sais qu'en réunion, tu vas être capable de structurer tes idées plus facilement, préparer tes discours plus facilement, tu vas pouvoir partager l'information plus facilement. Et bien tout ça, au travail, ça se ressent. Moi, je sais que quand j'étais salarié, et dans la fin de mon salariat, des fois, en une de mes journées, j'avais fini ma journée de travail. J'avais des choses à faire, mais je m'arrangeais pour que de 8h à midi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour dégager du temps et j'avais du temps pour faire autre chose. Et pourtant, des fois, j'en faisais plus que d'autres. J'avais des missions, parce que quand tu fais des choses, après, des fois, tu vas demander, on te donne des missions transverses, on te donne des trucs, des présentations qui n'étaient pas prévues, mais on dit, ça serait bien que toi qui la fasses, des choses comme ça. Donc, même en faisant ça, je gagnais j'avais du temps. J'arrivais à dégager du temps et mon truc, ça a été à la fin, je partais jamais après 17h du travail. Pour moi, c'était inconcevable de partir après 17h parce que moi, j'aime pas le présentéisme. Et malheureusement, on est beaucoup dans le présentéisme. C'est sûr. Et je préférais rentrer et faire d'autres choses à la maison ou de m'occuper de mes enfants, des choses comme ça. Donc oui, les grands groupes et les entreprises en ont besoin et de plus en plus. Et si tu as le rêve d'un entrepreneur ou un rêve d'une personne qui a une entreprise, c'est d'avoir des players, des personnes qui sont efficaces, qui passent plein de choses. Eh bien, dis-toi que si toi, tu es capable ou tes salariés sont capables de diviser par 2 leur temps de lecture, de mieux structurer leurs idées, être beaucoup plus focus, travailler, aller à l'essentiel, tout ça, la quantité de travail qu'ils sont capables de faire. Donc après, soit c'est un équilibre, soit ce temps gagné, il est fait pour que le salarié, il fait autre chose, des choses qui l'aident lui, ou plus de relations clients, ou autre chose, où il peut finir plus tôt et s'occuper de ses enfants et avoir une vie perso où il est épanoui. Et s'il est épanoui en vie perso, il sera épanoui en vie pro. Voilà, il y a des choses comme ça. Oui, c'est incroyable comment ça peut aider. Et de plus en plus, les entreprises s'intéressent à ça parce qu'ils veulent que leurs salariés soient
soit le plus productif possible. Et sachant qu'on a la maladie du siècle qui est ce bidule-là, ce téléphone, et on passe notre temps pendant le travail, en réunion ou ailleurs, à répondre aux notifications. On est toujours connecté. Et donc, on n'arrive plus à être focus. Quelque chose qui pourrait nous prendre une demi-journée, des fois, nous prend une semaine. Entre les sollicitations, entre le fait d'être sur le téléphone, de partir, de revenir, de faire ci, de faire ça. Et donc, on n'est plus productif. On n'est plus du tout productif. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est clair. Moi, c'est mon problème là. C'est clairement mon problème du moment. Sollicitation. J'arrive pas à deep worker, quoi. Il y a un truc que je lisais hier. Parce que moi aussi, je fais des vidéos YouTube. Et hier, j'avais fait une vidéo sur Aller à l'essentiel, le livre Aller à l'essentiel. Et effectivement, quand tu dis oui, et dedans, il nous dit le plus important à faire, c'est de faire le plus important. Le plus important à faire, c'est de faire le plus important. Et dans ce livre, il nous dit quoi? Il dit, et ce qui est super vrai, et ça m'a vraiment marqué, et quand tu dis oui à quelque chose, c'est que tu dis non à quelque chose d'autre. Et donc, quand tu dis oui au téléphone, c'est que tu dis non à autre. Accepter, c'est renoncer. Ouais. C'est exactement ça. Accepter, c'est renoncer. Donc, quand tu acceptes d'avoir tes notifications et répondre aux notifications, c'est que tu renonces à être focus sur autre chose. Quand tu acceptes un rendez-vous pour telle sollicitation, c'est que tu refuses autre chose. Et donc, à chaque fois que tu acceptes quelque chose, tu dois t'arrêter et te dire, si j'accepte ça, à quoi je renonce? Est-ce que je renonce à du temps de famille? Est-ce que je renonce à du temps pour mon business? Est-ce que je renonce à telle ou telle chose? Et il faut réfléchir comme ça à chaque fois. Si je dis oui, à quoi je dis non? Et rester focus. Comment tu t'organises pour faire ça? Du coup, dans tes 20-80, tu me parlais du Pomodoro, tu me parlais de plein de trucs quand on préparait l'épisode. Voilà, effectivement. Comment tu l'appliques, ça? Alors, moi, comment je l'applique déjà? Effectivement, comment je l'applique? Donc, moi, je travaille en Pomodoro. Donc, moi, j'ai des sessions, j'ai mon petit truc de Pomodoro. Bon, là, je ne suis pas chez moi, sinon je vous l'aurais montré. Je lance mon chrono, je travaille 25 minutes, je fais 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Quand je fais mes 25 minutes de travail, maintenant, c'est téléphone en mode avion. Ou minimum, j'enlève Internet. Ou le hack, le meilleur, c'est en ne pas déranger. Là, donc, tu as l'impression, tu vois la 4G, tu prends ton téléphone. En vrai, c'est hacker ton cerveau. Tu vois qu'il y a écrit 4G. Tu vois qu'il y a écrit les barres. Donc, tu n'es pas en angoisse. Tu n'es pas en angoisse. Tu n'es pas en angoisse de dire il y a un problème, mais tu ne vois pas de notification. Donc, comme tu ne vois pas de notification, je te dis tranquille, tu continues. Parce que même quand tu es en Pomodoro, des fois, inconsciemment, tu fais juste ça. Tu fais juste ça. Et là, il n'y a rien. Et tu continues. Alors que si tu fais ça, il n'y a pas le 4G, tu vas te rappeler que tu étais en mode avion ou un truc, tu vois. Ou sinon, tu vas avoir une notification, tu vas y aller. Maintenant, alors, moi, le WhatsApp sur PC, je l'enlève. Exemple, je loupe parce que quand j'ai un lien à récupérer, mais sinon, c'est fermé parce que c'est encore pire. Hein, quand tu travailles et que tu as le WhatsApp sur le télé-PC, c'est la pire des choses. Tu es toujours en train de répondre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que le matin, je vais me dire, voilà, quelle est la chose essentielle à faire aujourd'hui? S'il y avait une chose à faire aujourd'hui, ça serait quoi? Et je vais me concentrer à ça le matin. C'est la première chose que je vais faire. Je vais commencer par la chose la plus importante. Une fois que j'aurai fait la chose la plus importante, là, je vais faire les autres tâches. Tout simplement. Et je suis en mode travail 25 minutes, 5 minutes de pause. Et dans ces 5 minutes de pause, je me lève, je marche, je bois un peu d'eau, je fais quelque chose. Et après, là, des fois, je fais des grosses pauses de 20 minutes. Toutes les 2 heures. Et à ce moment-là, je vais prendre mon téléphone, répondre aux sollicitations, répondre aux messages, tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, au travail, ça m'a énormément aidé. Je travaillais beaucoup comme ça. Quand j'ai fait mes formations, alors je ne le fais pas tous les jours, mais je sais que quand j'ai des choses à produire, je le fais. C'est-à-dire que quand j'avais ma formation lecture rapide à tourner, à mettre en place, ou quand j'ai des trucs comme ça importants, je vais me faire 2-3 semaines de Pomodoro intense. Mais je sais qu'en 2 semaines, j'aurais fait la chose la plus importante et qui va me faire gagner 6 mois. Dans les temps d'écran, je le monte à la caméra. Dans les temps d'écran, vous pouvez aller regarder le nombre de notifications que vous recevez par jour. C'est juste hallucinant. Moi, rien qu'hier, j'en ai eu 601, alors que je travaille pas. On est jeudi, donc du coup, je travaille pas le mercredi après-midi puisque j'amène mon fils jouer, faire du sport. Et donc, c'est juste hallucinant ces datas. J'en ai eu, j'ai quasiment WhatsApp toujours, quoi. C'est entre le WhatsApp, WhatsApp hier, que c'est 220 sur WhatsApp. Juste petite hack donc en plus si tu es sur Apple, limite réseaux sociaux, tu peux limiter les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai mis un temps max par jour de réseaux sociaux. Et donc tu peux mettre alors
que j'aime pas, c'est qu'il intègre un WhatsApp dedans. Et donc, moi, j'utilise beaucoup WhatsApp pour communiquer. Mais exemple, moi, j'ai mis 2 heures. Et au bout de 2 heures, dans la journée, toutes les applications se ferment. Et c'est à toi d'aller appuyer et dire je débloque pour la journée. Ok, tu dois Et être donc, un acte, t'as peut-être un code, un truc comme ça. voilà. Ou... Et donc, après, il y en a, Hmm. ils demandent à quelqu'un. Alors, les extrémistes, moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ils vont faire quoi? Ils vont demander à quelqu'un de leur famille de faire un code qu'ils ne connaissent pas. Et quand ça bloque, si ça bloque à Hmm. 14 heures, de 14 heures le lendemain, tu n'as plus de WhatsApp, tu n'as plus de. Ouais. Et ça ferme tout. Dans les réseaux sociaux, ça ferme. Insta, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, ça ferme vraiment tout. Il te reste que ta boîte mail, tout ça. Tu peux faire ça. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que le temps de téléphone, de 7 heures à partir de 22 heures, mon téléphone, il s'éteint. Quand je dis s'éteint, il se met en mode tu ne peux plus toucher à part appeler. À partir de 22 heures jusqu'à 7h30 du matin. Donc, à Ok. partir de 22 heures, il n'y a plus rien qui est ouvert. Donc, et des fois, cette arnaque, c'est que pourquoi? C'est que des fois, je mettais ça, comme j'ai ça, et je suis en live Insta, et j'ai oublié de le déplacer, de le changer. Et à 22 heures, pendant plein live, mon écran, il se met en mode noir. Et donc, je dis, oh là là, il faut que je change. Et donc, je vais, tu peux activer, dire non, je passe outre. Et après, donc, ça se réactive. Mais ça me permet de me dire, là, je hack mon cerveau. Comme je n'ai pas confiance en moi, et j'invite les gens à ne C'est pas avoir honnête de le confiance. dire, c'est bien. Et moi, mais ouais, j'ai pas, faut pas se leurrer. On est des hommes et des femmes, hommes avec un grand H. Je n'ai pas confiance à ma capacité, à ma résilience, à ma capacité à me dépasser, à me dire de moi-même, t'inquiète, tu fais qu'une demi-heure, t'arrêtes. C'est faux. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. Et on perd énormément de productivité. Et donc, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, de plus en plus, j'essaye de déléguer mes réseaux sociaux. Alors, justement, tu mets le doigt sur un truc. Tu mets le doigt sur un truc. Moi, tu vois, les réseaux sociaux, j'y vais très peu. Je vais faire 3 stories. Je regarde très peu. Bah, ou alors, quand je suis en train d'attendre quelque chose, je vais regarder. Je vais consommer les réseaux sociaux. Je vais pas produire, mais je vais consommer. Mais en fait, du coup, je pourrais me dire non, mais ça va. Du coup, je suis un mec ok, etc. Mais hier, j'ai passé 10 heures sur mon téléphone. Alors que je suis censé amener mon gamin jouer, faire du sport, etc. Et parce que j'ai l'impression de bosser. Donc pour moi, en fait, c'est ok. Mais en fait, c'est pareil. C'est même si je suis en train de bosser, je suis pas dans l'instant présent, quoi. Et donc, du coup, réseaux sociaux, au bout d'un moment, on se dit, OK, non, mais ça, c'est bon. C'est pour les gamines de 14 ans qui vont sur TikTok. Non, 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 non. Même si tu as un business, etc., tu es quand même toujours sur ton téléphone. Et c'est ça la finalité. Peu importe ce que tu fais. Tu serais même en train de, je sais pas, d'acheter du shit. Peu importe, en fait, on s'en fout. Ou d'envoyer des mails à ton comptable. En fait, c'est la même connerie, en fait. Et moi, c'est un gros sujet pour moi, en tout cas. Mais c'est un sujet pour tout le monde. C'est un sujet pour tout le monde. Et je réfléchis de plus en plus c'est ma réflexion du moment, à sortir quelque chose sur la productivité et l'optimisation du temps. Parce que, et donc en parlant de tout ça, tous ces trucs-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un des fléaux des gens, c'est que on a tous 24 heures. Mais pourquoi il y en a en 24 heures, ils arrivent à faire des choses incroyables et d'autres en 24 heures, ils ont l'impression d'avoir rien fait? Eh bien, il y a des tueurs de temps. Il y a des choses qui viennent nous manger notre temps, des sangsues de temps. Eh bien, le téléphone, ça fait partie de cela. Les mauvaises personnes, ça fait partie de ça. Des fois, tu passes des heures au téléphone avec des personnes et tu vois qu'elle est venue, elle t'a pompé toute ton énergie. Elle est là, elle est en train de te pomper, en train de te poser des questions et tout. Tu n'as rien appris. Et ben, il faut apprendre à dire stop et à se recentrer sur les priorités. Ça pourrait être un nouveau dessin animé de la mouvance Disney. Ils sont un petit peu dans le dev perso avec les trucs, avec la spiritualité, etc. Ça pourrait vraiment être ça. T'imagines le héros qui fait sa mission et en fait il y a des gens qui sont bloqués par des aspirateurs de temps. Ça pourrait clairement faire partie de la nouvelle mouvance Disney, quoi. Ouais, exactement. Mais non, il y a vraiment quelque chose. Et tout ça, pour revenir aux techniques d'apprentissage et revenir au fil conducteur de notre échange, eh bien, quand tu apprends voilà, que tu peux lire plus vite, que tu peux apprendre plus vite, que tu peux faire ça, en vrai, c'est un gain de temps. Bien C'est sûr. un gain de temps incroyable. Et tu apprends que ça, c'est un gain de temps, et donc tu as envie de ne pas perdre d'autres temps. Et le temps que tu as, bah, c'est le téléphone, c'est plein de choses. Et moi, le premier, hein, je suis le premier victime je suis la première victime de ça et je travaille, je le conscientise, je connais les techniques, mais il faut continuer, il faut continuer, faut pas dire ouais mais c'est facile pour les autres. Non, c'est un effort et franchement c'est vraiment un effort parce que le téléphone c'est des armées de neuropsychologues, de neuromarketeurs qui ont tout étudié, qui étudient notre fonctionnement de notre cerveau et nous qui étudient comment on fonctionne et qui savent qu'en faisant ça, tu vas rester quelques secondes en plus. Et ben nous, le neuromarketing, on va utiliser le neuromarketing pour l'apprentissage. On va utiliser comment notre cerveau fonctionne
pour être dans le moment présent, dans la gestion de l'apprentissage, comme eux, ils sont en train de le faire pour nous permettre de passer plus de temps et donc monétiser notre temps. Parce que si tu es sur un réseau, c'est qu'en vrai, on monétise ton temps contre quelque chose. Tu es hacké par les pubs, par plein de choses. Et après, tu as certaines personnes comme Gérald qui vous font des pubs pour vous offrir des cadeaux comme des podcasts comme ça, alors que d'autres, ils font ça pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Après, on fait aussi de la pub pour gagner de l'argent. Hein, donc, mais oui, on alimente aussi le monstre et c'est aussi un problème. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, tu m'as cramé déjà 2 de mes questions de fin qui étaient comment tu progresses. Alors, tu m'as dit que c'était en partageant. Est-ce que tu peux compléter? Est-ce que tu as une autre façon de progresser dans ton quotidien? Moi, c'est bien mon tour. Alors, c'est appliquer. Donc, j'applique tout ce que j'apprends. Tu vois, au mastermind, je pense que je dois être le meilleur élève, un des meilleurs élèves, où toutes les stratégies, je les mets en place. Ça n'étonnera personne. Ça n'étonnera personne. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Les gens ont commencé à comprendre qui t'étais, je pense. Donc, nous, tu sais, quand il y a les stratégies qui sont montrées, je rentre, on met ça en application. Les tableaux de bord, on l'a mis, data quantique, on l'a installé. Tu vois, je me prends et je mets en application. Donc, l'application, le partage. Donc, j'essaie de partager un maximum. Ça, c'est une chose. Donc, ça, on en a beaucoup parlé. La deuxième chose, c'est l'environnement. L'environnement me fait énormément progresser. Être avec des gens inspirants, être bien entouré, rester avec des personnes qui ont atteint l'objectif que j'ai envie d'atteindre et voir comment je peux les accompagner, ou même des gens qui n'ont pas atteint, mais qui sont dans le même état d'esprit que moi, et on se dit comment on va l'atteindre ensemble. Donc, être bien entouré, moi, ça me permet de me progresser. Donc, voilà, comme être avec toi aujourd'hui, essayer de trouver des personnes. Des fois, j'essaie de faire des rencontres. Des fois, exemple, l'année dernière, avant que je rentre dans le mastermind, je regardais et je voyais qu'il y avait des événements d'entrepreneurs, des trucs. Je connaissais personne, j'y allais juste pour voir l'énergie, voir les personnes, écouter. Et des fois, d'une discussion, tu as une phrase, un mot qui peut tout changer. Et dire « Ah oui !» Et tu repars et tu as gagné ta soirée. Et il vaut mieux passer sa soirée comme ça avec des gens comme ça qu'une soirée sur Netflix ou autre. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est les 2 choses que je fais. Donc, c'est apprendre à appliquer, partager et bien m'entourer ou faire en sorte d'être dans un cercle de personnes inspirantes. C'est très clair et je partage, tu le sais bien. Maintenant, une question. Si, admettons, tu pouvais te réincarner juste pour 24 heures dans le corps de qui tu veux ou de ce que tu veux. Voilà. Tu peux tout imaginer. Toi qui as lu du coup beaucoup de livres, mais ça n'est pas forcément un personnage réel, ça peut être un personnage fictif ou un animal ou ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, je serais plus dans la spiritualité, tu vois. Je serais plus dans la spiritualité et moi, j'aurais plus été dans la. Si je pouvais. Alors, je vais pas dire la baleine, les trucs comme ça. Là, j'ai vu, il y en a qui disaient dauphin, baleine. C'est pas ça, non. Non. Après, ça, c'est impossible. De toute façon, on est dans le cadre de l'impossible. Mais j'aurais bien aimé être à l'époque du prophète. Donc, prophète Mohammed, donc il y a 14 siècles. Et j'aurais bien aimé être à ce moment présent. Ouais. Donc, soit dans la tête d'un compagnon, une personne assise et voir cette personne qui était rien. Bon, qui était quelqu'un de grand, Dieu, mais pour le peuple qui était rien. Qui n'était pas reconnu aux yeux du peuple. Pas reconnu et qui, de rien, a fait qu'aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui, depuis le temps, croient en Dieu et croient en Dieu, comme dans toutes les religions monothéistes. C'est de me dire, donc là, j'ai pris ce prophète-là parce que moi, c'est ce qui m'incarne, mais j'aurais pu prendre Moïse, j'aurais pu prendre un autre prophète et me dire, voilà, ces personnes-là qui arrivent, donc ils ont la foi, ils ont la vision et ils n'ont rien d'autre. Parce qu'ils ils sont pas nés riches, ils n'ont pas des milliers d'euros, ils ont rien. Ils ont eux, leur bâton de berger, leur aura, leur énergie, leur vision et ici vous. Et quoi qu'il se passe, échec, claque, emprisonnement, ils continuent pour la vision. Et ça m'inspire dans l'entrepreneuriat aussi. Parce que quand je dis ça, c'est un peu ce qu'un entrepreneur doit avoir. Un entrepreneur, il arrive, peut-être qu'il n'a rien, il est dans son garage, il a juste un écran, il a une vision, et il y va et il fonce. Et ben c'est un peu. Mais voilà, moi j'aurais aimé. C'est ça que. C'est très clair. Et regarder cette personne parler, faire des. Motiver et impacter et faire qu'aujourd'hui on est là et tout simplement.
Ok. C'est très clair. C'est mon spiritualité. Non, mais c'est hyper intéressant de voir comment tu le transposes ça, qui est très important pour toi, au business. Et je l'ai compris de suite quand tu l'as dit. Avant, c'était limpide. Si maintenant on disait, admettons que ça y est, là t'as fait ce que tu avais à faire sur tes programmes en cours, etc. C'est quoi la suite? Si voilà, tu redémarres, enfin tu continues du moins. C'est quoi la suite? Mon objectif, c'est qu'un maximum de gens apprennent à apprendre. C'est que moi, pendant trop longtemps, je me suis senti nul et j'ai envie qu'il n'y ait plus personne sur Terre qui se sente nul, entre guillemets. Donc, mon objectif, c'est de partager ce savoir à un maximum de personnes. Maintenant, si, imaginons, j'ai atteint qu'il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40, 50 000 personnes qui ont appris à apprendre, et ben, c'est ensuite apprendre à leurs enfants ou accompagner les parents à faire partager ça à leurs enfants. Voilà, moi, mon objectif, c'est que vraiment un maximum de personnes infiltrer l'éducation nationale, quand j'ai infiltré l'éducation nationale, c'est intégrer et peut-être aider. Exemple, là, j'ai une école qui m'a sollicité il n'y a pas longtemps pour venir intervenir dans leur établissement. Au début, ils m'ont dit, ouais, on a tant d'élèves, comment on pourra mettre ça en place, tout ça. J'aurais dit, non, on arrête tout ça. Moi, je vous forme vos enseignants. Voilà, on met une salle, je forme les enseignants. Ça sert à rien de former les élèves parce qu'ils vont être formés, ils ne vont pas mettre en application ou un chose comme ça. Je forme les enseignants et comme ça, les enseignants, ils ont les techniques et ils partagent ça à leurs enfants. Tu réformes la méthode. Tu réformes une méthode. C'est pas OK. Pas juste de passage. C'est aussi que je forme beaucoup plus les parents que les enfants. Parce qu'un enfant, il va avoir les trucs, il va faire une fois, 2 fois, il va partir. Alors que le papa, il est censé être là toute l'année et être derrière et les accompagner, tout simplement. Donc voilà, c'est toujours le concept d'offrir une canne à pêche plutôt que je sais plus ce que c'est, mais de donner un poisson, je sais plus quoi. Au lieu de donner le poisson, il faut donner la canne à pêche. Exactement, c'est exactement ça. Apprendre à pêcher, il faut donner directement. Est-ce que si on veut te retrouver, si on veut voir ce que tu fais, si on veut consulter tes programmes, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, c'est Mohamed Boclet. Donc, Boclet, c'est Boclet. Donc, on me trouve sur mon site internet, donc mohamedboclet.com. Sur Insta, c'est Mohamed Boclet. Et sur tous les réseaux, c'est Mohamed Boclet. Et le maximum d'infos, c'est sur mon site, donc mohamedboclet.com. Et sinon, sur tous les réseaux, je mets beaucoup de contenu sur Insta régulièrement. Et je fais 1 à 2 vidéos par semaine sur YouTube où je fais faire soit des résumés de livres, soit partager des techniques. Et ça permet à toutes les personnes qui n'ont pas, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se former, d'investir, et je le comprends. Donc là, je partage plein de pépites de manière ponctuelle sur ces réseaux pour que les gens puissent se former gratuitement et aller directement appliquer et ensuite partager. On mettra tous les liens dans la description. Et en tout cas, j'ai aucun problème à te recommander au plus grand nombre parce que vraiment, ça concerne tout le monde. Ça concerne vraiment tout le monde. On est vraiment sur quelque chose d'universel et il faut qu'on y bosse. Et d'ailleurs, moi, je vais même réfléchir. Tu me parlais tout à l'heure là de tes interventions d'entreprise. Il faut qu'on en discute un petit peu après là, parce que tu vois, les gars derrière là, ils sont pas là. Du coup, ils ont dû descendre, mais ils ont besoin aussi ils ont besoin de ce genre de méthodologie et moi aussi. Donc voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mohamed. Je crois qu'on a fait, vraiment, c'est la première fois que je le dis, un bon épisode. Je crois qu'il y a de la viande, comme on dit. Ça fait plaisir. Et j'aimerais vraiment que, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est que ça leur a plu. Voilà, laissez un petit j'aime, un commentaire, donnez-nous de la force. Et n'hésitez pas à faire un petit résumé de ce qui a été dit ou au moins une seule chose que vous pouvez mettre en application. Et ça permettra aux gens de venir voir les résumés et dire ah ben oui, je peux mettre ça également en application, tout ça, et partager. Ça rendra le monde meilleur. Et souvent on dit, moi j'aime bien dire, c'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc à force de se plaindre, ouais, j'aimerais ci, j'aimerais ça, change-toi, fais le changement et tu verras qu'en te changeant toi, tu changeras les gens autour de toi peut-être, et peut-être que ta contribution permettra de rendre ce monde meilleur et c'est notre objectif. Quelle belle conclusion. Merci Mohamed. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.